Canal 3 pour la bourse. Ça a enfin craqué. C'est ce que disent cette semaine tous ceux que commençaient à inquiéter la hausse de la bourse des mois précédents. Cependant, l'orage boursier n'aura duré que 2 jours. C'est pourquoi les marchés se montrent à nouveau extrêmement nerveux. Les titres de bourse actualité. Humeur pétillante, même aux USA. LGW, nouveau marché en Europe. Conseil pour investisseurs privés. À Francfort, les chouchous des semaines précédentes tirent l'indice DAX vers le bas. Seules les actions BMW ont connu une accélération à la hausse lorsque la nouvelle de la vente de Rover a été connue. Sinon, le marché a subi de fortes fluctuations. Le meilleur exemple, Karstadt Kell, qui porterait en bourse sa propre entreprise Internet. Malgré les bons indices en provenance de New York, le DAX a conclu à la baisse. Les valeurs technologiques ont également tiré le Nikkei vers le bas. L'annonce de la fusion des banques Samga, Servaki et Nokia font le... Et qui est-ce qui joue la locomotive? Silas. Allez, on reprend assis. Et... Verdigan. Oui. Puis-je vous parler 2 minutes? Naturellement. Formidable le tempo, Silas. Lutze, police judiciaire. Votre père, Anton Vigand, a été retrouvé assassiné. Bonjour, j'aurais souhaité faire une déposition. Voudriez-vous écarter votre chien? Excusez-moi. Oui. Venez, mes frères, rendre gloire au Père. Goûtez et voyez comme le Seigneur est accueillant. Bienheureux celui qui lui fait confiance. Écoutez, c'est déjà la 3e relance qu'on vous fait parvenir. Mais oui, bien sûr, les frais sont déductibles de vos impôts. Oui, bien. Merci, au revoir. Salut, Hannes. Dis donc, c'est tout le temps occupé chez toi, qu'est-ce qui se passe? Oh bon Dieu, ça n'arrête pas. Téléphone rose. Ah bon? Au fait, t'as du travail pour moi, là? Ah non, désolé, une affaire de coups et blessures avec aveu, un cas de légitime défense avec témoin et une affaire... De divorce avec consentement mutuel? Oui. Oui, passez-le moi. Bon, c'est l'appareil. Oui, j'ai les gros titres sous les yeux. Très bien. D'accord, j'arrive tout de suite. Du travail. Ah, Dieu soit loué. Le suspect est un prêtre. Ah, bah... On se retrouve au bureau? D'accord.
Bonjour, Maître Bonjour, Vos. Alors, je vous Maillet. dis au revoir. Vous me dites au revoir. Oui, Maître Vos, je pars à la retraite. Ah, vénard que vous êtes. Bah, au revoir et bonne chance. Au revoir. Maître Vos, merci d'être venu si vite. Maintenant, la situation va être éclaircie. Je suis soupçonné de meurtre. C'est absurde. Vous croire au-dessus de tout soupçon parce que vous êtes prêtre serait bien plus absurde Une minute, encore. pas si vite. Que reprochez-vous à Monsieur Vigant? Voici les faits. Lundi soir, on a retrouvé l'ex-banquier Anton Vigant assassiné à son domicile. Il laisse derrière lui 2 enfants adoptifs, tous 2 adultes aujourd'hui, un fils et une fille. Le fils se tient devant vous, Bernd Vigant. Qu'en est-il de la fille adoptive? Anne Vigant. Eh bien, elle a encore eu son père adoptif au téléphone lundi et peu de temps avant sa mort. Elle lui a téléphoné de son domicile. Il était 20h à ce moment-là. Et vous n'avez que la déclaration de Mademoiselle Vigant? Alors, je vous en prie, Maître Vos, nous avons évidemment vérifié auprès de l'opérateur téléphonique intéressé. Bon, à 20h15 précise, le corps est retrouvé par sa kinésithérapeute, qui a coutume de venir 2 fois par semaine chez Monsieur Vigant. Et la porte d'entrée était ouverte? Non, la kinésithérapeute en possède une clé. Alors, à 20h précise, Anton Vigant téléphone une dernière fois à sa fille adoptive. À 20h15, on retrouve son cadavre. Pendant ce quart d'heure, le coupable est venu à la villa. Mais cela fait des semaines que je n'y suis pas allé. Je peux vous le jurer. Malheureusement, cela est contredit par la déclaration d'un témoin. Un témoin qui promenait son chien à quelques pas de la villa, aux alentours de 20h, et qui affirme avoir clairement entendu un coup de feu et vu, quelques instants après, un homme quitter précipitamment la villa, monter dans sa voiture et mettre les voiles. Le témoin a découvert le meurtre le lendemain dans la presse et est venu déposer. Ce qui a conduit directement à Monsieur Vigant. Oh, pas tout de suite. Assez vite cependant. Et voici comment. Premièrement, nous avons pu établir un portrait robot sur la base du témoignage. Deuxièmement, le suspect portait, semble-t-il, un pullover noir avec un col blanc, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un prêtre. Et troisièmement, le témoin a eu le temps de lire la plaque d'immatriculation, ou du moins les 3 premières lettres de celle-ci. FTJ. Et il se trouve que M. Vigant conduit un véhicule immatriculé FTJ 110. Je vous le répète encore. Je ne me trouvais pas à la villa le soir du meurtre. Je peux vous le jurer. Mais alors, où étiez-vous à ce moment-là? Je me trouvais dans le parc. Et vous avez des témoins? Hélas, non. Et qu'en est-il du témoin qui promenait son chien devant la villa? Un homme un peu plus fiable, rien d'un fanfaron. Je ne l'ai pas tué. Dieu m'est témoin. Eh ben, ça se présente pas bien pour le prêtre. Un témoin l'incrimine lourdement et il n'a pas d'alibi valable. Et ce qu'on peut lire dans le journal du père adoptif constitue un mobile plausible. Le commissaire Lutz m'a photocopié les passages significatifs. Tu as eu tout de suite accès au dossier? Ah oui, Lutz voit déjà l'homme de Dieu retiré en enfer. Tiens, écoute ça, mention du mois de janvier. Bernd me tape sur les nerfs au plus haut point avec sa demande de don en faveur de l'église. Terrible d'avoir un tel pleur-misère comme fils adoptif. Et un mois plus tard, violente dispute avec Bernd, me traite d'avare, mais je ne donnerai pas un sou à ces hypocrites. J'ai de faire le procureur. Nous sommes en présence d'un vieux conflit relatif au choix professionnel du fils adoptif, auquel est venu s'ajouter un désaccord d'ordre financier. Lors de leur dernière altercation, Bernd Vigant perd son sang-froid et tire. Étant donné qu'il ne s'agissait pas de son père biologique, l'inhibition fut moindre. Votre honneur, je demande une peine de prison à vie. C'est tout à fait ça. Tu le crois capable de meurtre? Eh ben... je le trouve insaisissable. Insaisissable? Ouais. Le témoin, c'est un étudiant en éducation physique. Il travaille comme entraîneur dans un club de gym près de la villa. Essayez de savoir s'il est fiable. Combien de fois vous êtes-vous querellé avec votre père? Une fois.
cause d'un terrain situé près de l'église. Ça aurait été idéal pour y aménager un terrain de basket. C'était pour essayer de tirer tous ces jeunes du ruisseau. L'église n'avait pas d'argent. Et c'est pourquoi vous lui avez demandé de faire un don? Mais il a refusé. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il jouait les cyniques comme personne. Mais pourquoi cours-tu comme ça après l'argent? L'argent, c'est une invention diabolique. Et combien de fois avez-vous essayé de le faire changer d'avis? Seulement une fois. Une autre dispute? Oui. Vous disiez vous être querellé une seule fois. Monsieur Vigante, le procureur va vous mettre en pièces avant que vous n'ouvriez la bouche. Votre père adoptif a consigné plusieurs fois dans son journal intime des notes faisant allusion à des disputes répétées. À vous entendre, on vous prendrait pour le procureur. Je suis votre avocat. Je ferai tout mon possible pour défendre vos droits, mais vous devez m'accorder un minimum de confiance. Au tribunal, vous pouvez refuser de vous exprimer, vous pouvez vous taire. Mais à moi, vous me devez la vérité. Je vous l'ai dite. Est-ce que vous l'avez tué? Non, je suis innocent. Regardez-moi. Avez-vous, oui ou non, tué votre père adoptif? Non! À combien s'élevait sa fortune? À quelque chose comme 5 millions. Mais qui sont ses héritiers? Ma sœur Année et moi. Que ferez-vous de votre part, si tant est que vous héritiez? J'en ferai don à l'église. En totalité? Oui. Vous n'en garderiez pas même une partie? Non. Si vous dites ça au tribunal, personne ne vous croira. Pour être crédible, je devrais donc mentir? Il y a des jours où pour rien au monde je changerais de métier. Ça suffira pour aujourd'hui. Vous êtes très en forme pour votre âge. Pour mon âge. Merci. Ça fait longtemps que vous travaillez dans ce club? 5 ans. Si vous voulez, on peut aller dans mon bureau pour parler du contrat. D'accord. Si vous permettez, je vais vous poser une question. Pour qui travaillez-vous? Pardon? Vous avez rempli une fiche à votre nom tout à l'heure, Joseph Matula. J'ai regardé dans l'annuaire, je le fais toujours pour les nouveaux. Et le seul Joseph Matula que j'ai trouvé est un privé. Compliment. Une vieille dame a été victime d'un vol à l'arraché lundi matin. Ça s'est produit dans la Mainzer-Landstrasse, aux alentours de 20h. La dame a fait la description du voleur, et il se trouve que vous lui ressemblez beaucoup. C'est une blague. C'est arrivé lundi, vous dites? Je suis allé me promener avec mon chien lundi, mais pas dans Mainzer-Landstrasse, dans un autre coin de la ville, au Grunenburgweg. Quelle mémoire, dites donc. Ah, le lundi, je suis toujours du soir. Je prends mon service à 20h30. Quelqu'un vous a vu au Grunenburgweg qui puisse témoigner? Non. Mais peu après 8h, je me trouvais à l'Élan, un bar voisin. Peu après, c'est-à-dire? 8h05 ou 10. Demandez au patron. Vous pouvez compter sur moi. Mademoiselle Vigante est là. Entrez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Pardonnez-moi de passer ainsi à l'improviste, maître, mais le commissaire Lutz vient de m'apprendre que vous défendiez mon frère. Oui, c'est exact. Dites-moi, j'allais sortir déjeuner. Voudriez-vous m'accompagner? Volontiers. Je reviens d'ici 1 heure. Bon appétit. Ça a été? Oui, merci. Merci. Vous êtes véritablement frère et sœur? Non, mais du même orphelinat. Écoutez, mon frère n'est pas un assassin. Je le connais mieux que personne. Il n'aurait jamais fait ça. Dans cette querelle au sujet du don à l'église, vous étiez de quel côté, vous? Dès qu'on essayait de parler d'argent avec mon père, on se heurtait presque immanquablement à un mur. Il raisonnait en banquier. Pour lui, l'église, ça coûtait cher et ça ne rapportait rien. Et lors de votre dernier entretien téléphonique, de quoi était-il question?
Ce ne fut qu'une très courte conversation. Je voulais savoir si son asthme allait mieux. Je m'inquiétais. Vous devez faire libérer mon frère. Il faut que vous me le promettiez. Qui d'autre possédait, à votre connaissance, une clé de la villa, à part la kinésithérapeute? J'en ai une, mais mon frère a la sienne. Il n'y a pas eu effraction, m'a dit le commissaire. Il est possible que le meurtrier ait sonné et que mon père soit allé lui ouvrir. Alors ça voudrait dire qu'il connaissait cet homme. Dites-moi, si par hasard j'avais d'autres questions à vous poser, où pourrais-je vous joindre? Tenez. Chez moi, ou à l'école de danse. Merci. C'est là que je donne mes cours. Ah, j'ai toujours rêvé d'apprendre à danser le tango. Le vrai. Moi aussi. Je fais de l'aérobic. Ah bon. L'addition? Oui, tout de suite. Je vous en prie, c'est moi qui vous invite. Non, pas question. Sortez mon frère de prison. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous le connaissez? Ça regarde qui? Moi. En quoi est-ce que ça vous intéresse? Je voudrais éviter à un innocent d'être condamné à perpète. Si vous me prenez pour une balance... Est-ce que cet homme était là avant-hier? L'un d'entre vous m'a bien roulé une fois. Qu'est-ce que vous voulez, les brebis galeuses, ça court les rues? Alors? Tu me casses les pieds. Maintenant dégage. Et plus vite que ça, t'as pigé? Tu vas te calmer, tu as compris, Otto? Tu vas encore nous attirer des tonnes d'ennuis. Faites pas attention, il a la tête près du bonnet. S'il vous plaît, juste un oui ou un non. Vous l'avez vu? Oui, il est venu ici. Et il avait même son chien avec lui. Il était quelle heure? Oh, je sais pas. Environ 20 heures. Merci, Elga. Alors, à quelle distance le bar est-il de la villa? 50-60 mètres. Il est fort possible que Berthold y soit allé. D'accord. Il était devant la villa. Mais qu'a-t-il réellement vu? Vérifie l'intensité de l'éclairage de la rue quand il fait nuit. Peut-on alors reconnaître un visage à 5 ou 10 mètres? Berthold affirme d'autre part que la voiture était garée à 15 mètres. Est-ce qu'il pouvait lire le numéro d'immatriculation à cette distance? Et procure-moi un certificat de son ophtalmo. De Maître Vos? Et puis ce sera tout. Ouais. Non, Maître Vos n'est pas disponible. Que j'allume? Et pas si vite! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi, je vous dis! Calmez-vous, je suis de la sécurité. Je surveille la maison, j'ai vu la lumière de votre lampe de poche de l'extérieur. Je m'appelle Weinberg. Oula Weinberg, J'étais la kinésithérapeute de Monsieur Vigand. C'est vous qui avez trouvé le corps, d'après le journal. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Des photos. Il y a des photos de lui quelque part. En tant qu'agent de la sécurité, je suis désolé, mais je me vois dans l'obligation d'avertir la police. Je vous en prie. C'est une affaire personnelle. Bon, voilà. Monsieur Vigand et moi... Vous étiez sa petite amie, c'est ça? Lui et moi, on s'aimait. Oui, il voulait m'épouser. Il me l'avait promis. Et maintenant, il est mort. Dommage. Il vous a laissé quelque chose? Aucune idée. Je ne suis pas au courant. Ah, vous êtes donc venu au renseignement. Il voulait m'épouser, je vous dis.
Si Vigand vous a laissé quelque chose, vous aurez très vite des nouvelles par le notaire de la famille. Vous n'avez qu'à attendre. Allez-vous-en. Donc vous n'étiez pas au courant de cette liaison? Non. Mais le notaire m'a appelé aujourd'hui. Le testament mentionne 3 bénéficiaires. Anne, moi et cette Ulla Weinberg. Sa part s'élève à 100 000 marks. Par rapport à 15 millions, ça représente peu de choses s'il désirait l'épouser. Cela dit, il ne fait aucune allusion à ce sujet dans son journal intime. Il ne l'aurait pas épousée. Il ne s'est jamais remis de la mort de mère. Je crois bien qu'elle était le seul être qu'il ait jamais vraiment aimé. Vous devez savoir que si jamais le tribunal vous condamnait, vous ne pourriez pas toucher un centime. Vous seriez déchu du droit à l'héritage. Mais nous avons peut-être une piste avec cette Ulla Weinberg. Je l'espère. Allô, Johannes, je vais encore te décevoir. Ulla Weinberg ne fait que de simples visites à domicile, c'est tout. Aucun contact suspect, en tout cas. Tout semble désigner le prêtre. Mademoiselle Vigand, de quoi était-il question lors de votre dernier entretien, qui a lieu 3 semaines avant le coup de feu fatal? Mon frère souhaitait que je soutienne sa demande de don pour une œuvre de charité pour la jeunesse. Et vous l'avez fait? Oui. Et je me suis vite aperçue que c'était inutile. Notre père ne voulait rien faire pour l'Église. Je suppose que sa position a dû provoquer des tensions? Oui, c'est vrai. Les tensions ravivées par cette histoire de don à l'Église, c'est la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase. Pourriez-vous nous répéter à présent les insultes que Bernd Vigand a lancées à la tête de son père? Vous savez, il y a des choses que l'on dit sous le coup de la colère et qu'on regrette. Ce n'est pas pour autant qu'on devient un meurtrier. De quel nom Bernd Vigand a-t-il qualifié son père adoptif? Il a dit à Père, tu ne l'emporteras pas au paradis. Et il n'a adressé à votre père aucune insulte? Il l'a qualifié d'impitoyable. Puis-je vous rafraîchir un peu la mémoire? Vous avez clairement dit dans votre déposition initiale faite au commissaire Lutz que les paroles suivantes avaient été prononcées. Sale avare, impitoyable grippe-sous et usurier. Je vous cite bien, n'est-ce pas? Mademoiselle Vigand, je vous prie de vous en tenir à la stricte vérité. Ces mots ont bien été prononcés. Oui, Bernd était énervé, c'est bien compréhensible. Et c'est donc dans cet état que votre frère s'est précipité hors du salon. A-t-il prononcé d'autres paroles à l'égard de votre père adoptif? Est-ce qu'il l'a fait, oui ou non? Eh bien, oui. Je lis dans votre premier témoignage... En s'en allant, il a encore crié « Tu verras bien ce que ça te rapportera ». Mais il était en colère. Tu verras bien ce que ça te rapportera. Ce sont ses paroles. Merci, mademoiselle Vigand. Je n'ai plus de questions à poser aux témoins. Et la défense? J'aimerais entendre la version de monsieur Vigand. Vous pouvez retourner vous asseoir, mademoiselle Vigand. Monsieur Vigand, je vous en prie. Monsieur Vigand, tu verras bien ce que ça te rapportera. Qu'avez-vous voulu dire? D'après la Bible, nous devons tous un jour ou l'autre rendre compte de nos actes devant le Seigneur. Voilà ce que j'ai voulu dire. C'était donc une métaphore? Oui. Merci. Monsieur le Président, soupçonner monsieur Vigand d'avoir tué son père adoptif est une absurdité. J'aimerais, pour étayer mes dires, évoquer un événement qui ne figure pas encore au dossier. Et pour quelle raison? Parce qu'hélas, je ne l'ai appris qu'hier, en interrogeant le médecin de famille du défunt monsieur Vigand. Monsieur Vigand père souffrait d'asthme, voyez-vous, il soulageait ses crises en se servant d'un spray. Peu de temps seulement avant le jour où il est mort, dans des circonstances encore non élucidées, il a de nouveau eu une crise très violente. J'ai ici le rapport du médecin. Je vous prie de le joindre au dossier. Merci.
Décrivez-nous l'incident. Il a eu une crise violente, il est tombé par terre et il s'est mis à suffoquer. J'ai eu peur qu'il s'étouffe. Qu'avez-vous fait alors? J'ai couru dans sa chambre et je lui ai rapporté le spray. Ça l'a immédiatement soulagé. Mais j'ai quand même appelé le médecin. Le récit d'Anton Wigand correspond exactement à ce que dit le rapport du médecin. Si vous aviez réellement souhaité la mort de votre père adoptif, le moment aurait été propice ce jour-là. Oui. Si j'avais vraiment voulu le tuer. Or, vous l'avez aidé et vous lui avez sauvé la vie en lui portant secours. Merci. Un instant, maître Voss. Voudriez-vous avoir l'obligeance de nous dire à quelle date M. Wigand aurait accompli cet acte héroïque? Comme je vous l'ai dit, cela s'est produit peu de temps... La date exacte, s'il vous plaît. Elle doit figurer sur le rapport du médecin. Le 28 janvier dernier, pour être exact. Ah, je vois. Donc le fait s'est produit 2 bons mois avant le jour où a eu lieu la violente dispute qui a été évoquée tout à l'heure. 2 mois d'intervalle. Suffisamment longtemps pour que l'état d'esprit de Bernd Wigand change. 2 mois au cours desquels sa haine contre son père adoptif s'est renforcée. Si cet événement avait eu lieu 2 jours avant cette violente dispute, cela mériterait d'être noté. Ou pris en considération. Oui, mais franchement, 2 mois. Non, maître, ça ne me convainc pas du tout. Et je pense que ça ne convainc personne dans la salle. Je propose que la séance soit suspendue et que nous nous retrouvions à 15 heures. À présent, la cour se retire. Alors, en plein travail? Où en sont les actions? Bon, à ce train-là, je vais pas gagner grand-chose. Je parle de l'affaire. Sa sœur l'a chargé involontairement, bien sûr. C'est qu'elle a aussi un mobile, que je sache. En tant que prof de danse, elle ne roule pas sur l'or. Et si son frère est condamné, c'est elle qui empoche tout l'héritage. Elle s'entretenait au téléphone avec Anton Wigand quelques minutes à peine avant le meurtre. Elle n'a pas pu se rendre à la villa en si peu de temps. On peut prouver un appel téléphonique, mais pas qu'il a passé. Oui, c'est vrai. Mais c'est confirmé par les notes de Wigand père. 20 heures, coup de fil d'Anne, et elle au moins s'intéresse à moi, pas seulement à mon argent. Tu crois encore le curé? Je sais pas. Je suis presque sûr qu'il ne m'a pas tout dit. Tu sais, les curés... Oh, dis-moi, c'est cher ton truc, là? Allez, je t'invite. Monsieur Berthold, ce soir-là, en passant devant la villa, quand vous promeniez votre chien, quelle heure était-il? 20 heures. Et ça, je suis formel, parce que j'ai regardé ma montre à ce moment-là, pour voir si j'avais encore le temps d'aller au bar. Je devais être au club de gym à 20h30. Et qu'est-ce que vous avez entendu, alors? Un coup de feu. Et quelques instants plus tard, un homme est sorti en courant et est parti dans sa voiture. Un coup de feu. Beaucoup de choses peuvent faire penser à un coup de feu. Une fenêtre qui claque, le pot d'échappement d'une voiture, un avion qui passe le mur du son. Oui, bien sûr, mais quand j'ai appris le meurtre par les journaux le lendemain, j'ai su qu'il s'agissait bien d'un coup de feu. Cependant, vous n'êtes parvenu à la conclusion qu'il s'agissait bien d'un coup de feu qu'à la suite de l'interrogatoire de police, n'est-ce pas? Oui. La veille au soir, il ne s'agissait encore que d'un bruit. Oui. Alors, supposons, l'espace d'un moment, que le bruit que vous avez entendu ait été produit par un avion ou n'importe quoi d'autre, mais pas par une arme à feu. Donc vous passez devant la villa à 20h. Le corps est retrouvé à 20h15, ce qui veut dire que 15 minutes se sont écoulées. 15 minutes au cours desquelles une autre personne a pu entrer dans la villa, tirer le coup de feu fatal et disparaître dans la nature. Maître Voss, ne seriez-vous pas en train par hasard de faire allusion à un tueur inconnu? Non, non. Non, mais au besoin, il est fort possible que nous revenions ultérieurement sur ce point. Ce soir-là, devant la villa, faisait-il sombre? Il ne faisait pas nuit noire, les fenêtres de la villa étaient éclairées. Et pouvez-vous nous dire à quelle distance au juste vous vous trouviez de la porte du jardin par laquelle vous avez vu cet homme quitter la villa? À peu près 7 à 8 mètres. Et combien y avait-il jusqu'au véhicule dans lequel l'homme est parti? Peut-être une quinzaine de mètres. Avez-vous pu lire la plaque? Les premières lettres. Francfort FTJ. Et y avait-il un réverbère à proximité de la voiture? Non.
J'aimerais qu'on procède à une vérification sur les lieux. Il est impossible de nuit à cet endroit précis de reconnaître un visage à 10 mètres de distance et qui plus est, bien entendu, de lire une plaque d'immatriculation à 15 mètres de distance. Monsieur le Président, excusez-moi. J'ai lu la plaque d'immatriculation quand la voiture est passée devant moi. Le conducteur a fait demi-tour, puis il a allumé les phares du véhicule et il est passé devant moi. Dans ce cas, nous n'avons plus besoin d'aller vérifier sur les lieux. Nous avons une explication. Et maintenant ? Maintenant, j'ai d'abord besoin d'un bon remontant. À quoi tu pensais en disant que quelqu'un était entré dans la villa ? Ce n'est qu'une spéculation. Allez, parle. Oula Weinberg. Pourquoi ? Eh bien, Bernd Wigand nie avoir été à la villa. Et la seule personne dont nous savons avec une absolue certitude qu'elle s'y trouvait, eh bien, c'est justement elle. Et si c'était pas un coup de feu à 20h, mais bien un bruit quelconque, elle pourrait être la coupable et avoir elle-même tiré seulement un quart d'heure plus tard. D'accord, mais comment veux-tu prouver ça ? Comment je veux le prouver ? Il faut que tu la surveilles encore. Tu dis l'avoir fait des journées entières. Oui, toute la semaine. Alors tu vas continuer. Et en plus, je veux savoir aussi ce qu'elle fait la nuit. Dis donc, les heures sup, c'est pas le même tarif. Oula! Coucou. Alors, mon chou, comment ça va? Allez, tu viens? Salut. Oh non, pas toi, mon vieux. Eh ben, le règlement est strict ici. Johannes, et bien sûr, j'ai vu l'heure qu'il est. Mais avec ce que j'ai à te dire, tu vas sauter du lit. Est-il exact que vous fréquentiez le bar Sappho ici à Francfort ? Oui. Est-il exact que ce bar soit un lieu de rencontre pour lesbiennes ? Maître Voss, veuillez reformuler votre question. Est-il exact, oui ou non, que ce bar ne soit fréquenté que par des femmes attirées sexuellement par d'autres femmes ? Oui. Est-ce la raison pour laquelle vous y allez ? Oui. Dans ce cas, je ne comprends pas pour quelle raison vous auriez épousé Monsieur Wigand. Si ce n'était pas par amour, était-ce par intérêt ? Ce n'était pas pour l'argent. Lui et moi, on s'aimait. Lui et moi, on se comprenait. Cet amour-là porte le nom d'amour platonique, monsieur. Je demande le silence. Et c'est par amour platonique, je suppose, que Monsieur Wigand père voulait vous épouser. Oui. Et depuis quand durait cette relation platonique ? Depuis 2 ans. 2 années entières durant lesquelles Anton Wigand n'a pas pu se décider à vous prendre pour épouse. Savez-vous s'il vous a couché sur son testament ? Oui, il l'a vaguement évoqué un soir. Il est évident que la défense s'emploie à détourner insidieusement vers le témoin les soupçons qui pèsent à juste titre sur son client. Alors qu'il a été établi par la déposition qu'a faite le témoin Berthold que le coup de feu a éclaté dans la villa à un moment où Mlle Weinberg n'était pas encore sur les lieux. Il est donc totalement absurde de la soupçonner. Si tant est qu'il s'agissait vraiment d'un coup de feu. Nous n'avons rien jusqu'à preuve du contraire qui indique que quelque chose d'autre ait pu provoquer le bruit en question. L'audience reprendra demain. L'histoire des lesbiennes n'a pas fait grande impression. Oui. Ça se présente mal pour notre prêtre. Son compte est bon. Va lui parler. Et dis-lui que des aveux ne feraient qu'améliorer sa situation. Ce n'était pas moi. Je n'étais pas dans la villa. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je vous en prie. Si vous ne me croyez pas, qui le fera ? Pourquoi est-ce que Berthold vous accuserait à tort ? Quelle raison aurait-il ? Aucune. Il vous a vu parce que vous y étiez. Non. Si, vous y étiez. Ça suffit, j'en ai vraiment assez de vous. Assez, vous entendez ? Vous êtes mon défenseur, oui ou non ? Si c'est comme ça que vous me défendez, je préfère me passer de vous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, ça c'est bien vrai. Écoutez-moi maintenant. Dans 3 jours, le procès va se terminer. Le procureur va faire son réquisitoire. Ensuite, je ferai ma plaidoirie et après, on va vous condamner à perpétuité.
C'est aussi sûr que 2 et 2 font 4. Prêtre ou pas prêtre, l'Église ne vous protège pas. Vous allez être incarcéré. Vous n'avez qu'une chance, c'est la vérité. Monsieur Vigand, ce soir-là, vous étiez dans la villa. Vous refusez de l'avouer parce que tout parle contre vous. Je ne vous ai pas dit toute la vérité, vous avez raison. J'ai espéré jusqu'à la fin que vous arriveriez à mettre les témoignages en doute de façon à ce que je sois lavé de tout soupçon. Afin que... Oh mon Dieu. Afin que je n'ai pas à dire la vérité. Bon. Et quelle est-elle, cette vérité? Je me trouvais avec une femme. Avec qui? Avec une prostituée. Quoi? Enfin, comprenez-moi, je ne peux tout de même pas dire que je me trouvais avec une prostituée. Ma paroisse, comment ils vont? Je vais vous dire, j'ai bien envie de tout envoyer promener sur le champ. Mais c'est pas possible. J'avais juste espéré que les choses... Bien. Qui est cette femme? Comment s'appelle-t-elle? Où habite-t-elle? Aucune idée. Je ne l'ai vue que cette seule et unique fois. Elle est polonaise. Maria, elle a dit qu'elle s'appelait Maria. Franchement, vous êtes sérieux? Je devrais avaler ça et aller au tribunal avec une histoire aussi aberrante? Mais c'est la vérité. Je peux vous jurer que c'est la vérité. La pure vérité. Et Dieu, vous êtes témoin, c'est ça? Mademoiselle Vigand, vous qui connaissez votre frère mieux que personne, vous pensez que c'est possible? Vous croyez qu'il est allé voir une prostituée? Bernd? Je ne peux pas croire une chose pareille. Ça ne lui ressemble pas du tout. Non. Alors pourquoi a-t-il dit ça? C'est vrai ça. Pourquoi? Il cherche une échappatoire pour prouver son innocence. Il doit être au bout du rouleau. Il y a du vin dans le frigo. Non. Je veux dire du vin blanc. Ah bon. Hein? Ah oui. Il y a l'embarras du choix, dis donc. C'est tout de même un Bordeaux. 97. Il est peut-être un peu trop vieux. Mais non, je dis ça pour rigoler. Qu'est-ce que t'en penses? Ça devient franchement embarrassant pour notre prêtre. Oui. Mais cette femme n'est peut-être qu'une pure invention. Enfin, qu'importe. Qu'il soit allé au parc ou avec une fille de joie, pour moi, c'est la même chose. Les 2 cas de figure sont invraisemblables. Mais si cette femme existe vraiment, il va falloir se remuer un peu. Je vais voir, Vigand. Non, Joseph qui t'a filé le tuyau. Ah, tu vois que je m'y connais. Je dois me faire une idée précise, c'est essentiel. Alors je vous prie de me raconter en détail ce qui s'est passé ce soir-là. Je suis allé dans le parc. J'y vais presque tous les soirs à la même heure. Je me suis assis pour réfléchir. Cette querelle interminable avec mon père. Que faisait cette femme, Maria? Soudain, je l'ai aperçue. Elle s'est approchée de mon banc et m'a demandé si elle pouvait s'asseoir. Nous avons discuté. Elle m'a confié qu'elle venait de Pologne, de Varsovie, et qu'elle vivait ici avec sa fille, qui a perdu une jambe dans un accident. Depuis, elle marche avec une prothèse inappropriée. C'est pour cette raison qu'elle est venue ici. Pour lui faire une nouvelle prothèse. Chez un orthopédiste, un spécialiste. C'est pour cela, et pour assurer le quotidien, qu'il lui faut gagner sa vie. En se prostituant? Elle était très gentille.
Et à un moment, elle m'a embrassé. Je n'ai pas trouvé la force de lui résister. J'ai été trop faible. Décrivez-moi cette femme. Elle était blond cendré, élancée, et elle avait autour du cou une très fine chaîne en or, avec une simple petite croix en or. On m'a dit que tu voulais me voir? Oui, Maria, c'est vrai. Je peux t'offrir quelque chose? Champagne, s'il te plaît. Et toi, comment tu t'appelles? Joseph. Dis-moi que c'est une blague. Pourquoi? Maria et Joseph. Ah oui, comme les parents du Christ. Eh ben justement, c'est le sujet. Ah bon? Maintenant, ça devient chrétien. J'ai un vieil ami qui est prêtre. Ah. Ouais, il a un problème. Et je crois que tu pourrais peut-être l'aider. Moi? Ouais. Son nom, c'est Bernd Wigand. Tu le connais, n'est-ce pas? Écoute, on peut pas discuter ici, alors on va ailleurs, tu veux bien? D'accord. Attends-moi ici, je vais aller m'habiller. Dommage. Écoute-moi bien, mon pote, écoute-moi bien. Tu vas débarrasser le plancher, d'accord? Je veux bien, messieurs, mais je dois d'abord parler à la dame. Tu vas foutre la paix à la dame, t'as compris? Attention, les enfants. La prochaine fois, je me fâche. Ils vous ont bien arrangé le portrait? Ah, mais moi aussi, je les ai décorés. Pourquoi vous travaillez encore à une heure pareille? C'est de l'exploitation. C'est demain le dernier jour du procès. Je devrais faire assurer ma tête. Après tout, c'est le capital essentiel pour un détective. Un peu comme les jambes de Marlène Dietrich. Pour elle, c'était un capital sur le plan esthétique. Ouais, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Pas vrai, Elga? Oh, je suis très vieux jeu pour ça. Après tout, il n'y a pas que la beauté qui compte, je trouve. Merci, Elga. Alors, on en est où avec cette Maria? Elle s'est sûrement fait la paire. Elle est sans papier. Elle s'est fait la paire pour où? Pour Varsovie? À l'aéroport, elle serait obligée de montrer son passeport. Elle prendra pas l'avion. Il y a un train tous les jours pour Varsovie. Mais on l'a sûrement embarqué pour Saint Paoli ou Cologne. L'audience commence à quelle heure, demain? À 11h. Bonjour. Mademoiselle Wigand. Bon, c'est l'appareil. Le train pour Varsovie doit partir dans moins de 5 minutes. Ça fait 1 heure que je suis là. Je me suis usé les yeux à la chercher. Personne en vue. Quoi? Ben bien sûr, si elle arrive, je te préviens, bien sûr. Oui. Oui. Mais oui, ne te fais pas de soucis pour ça. C'est ça, plus tard. Allez, dépêche-toi. Les lunettes et la perruque, c'était pas la peine. Maria et Joseph. Oui. Écoute-moi, mon petit chat, sois gentil, laisse-nous seuls un instant. Allez, tu vas dans le couloir. Tu veux bien, chérie? Oui. Alors? Vous êtes venu m'arrêter? Je te fais pas partie de la police. Mais j'enquête pour un avocat sur un meurtre. Un meurtre? Mais quel meurtre?
Vous dites que vous croyez en Dieu. Ça vous pose pas un problème de conscience de savoir qu'un innocent risque d'être condamné? Si jamais vous restez à bord de ce train, un homme va être condamné à perpétuité. Le train 692 en direction de Varsovie via Fulda va partir. La fermeture des portes est automatique. Attention au départ. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? On va commencer. Je les ai toutes les deux. La mère et la fille. Essaie de faire traîner l'audience jusqu'à ce qu'on arrive, d'accord? Ah, et puis tiens-toi bien, j'ai une petite surprise pour toi. Allez, venez. Bon, écoute, je voulais te dire... Allô? Oui, c'est d'accord. Très bien. Joseph? Allô, Joseph? Grande d'un chien. Maître Vos, s'il vous plaît. Oui, j'arrive tout de suite. Et vite. Dépêchons. On n'a pas beaucoup de temps. Pour résumer, nous pouvons constater que le témoignage de M. Berthold, selon lequel un homme est sorti en courant de la villa après le coup de feu, est convaincant. Lors de la confrontation, il a reconnu, sur le champ, et sans hésitation, M. Bernd Wigand. À cela s'ajoute que le témoin a relevé le numéro de plaque du véhicule au moment où celui-ci est passé devant lui. Or, ce numéro est le même que celui du véhicule de M. Wigand. Nous pouvons oublier aussi la tentative de la défense de détourner les soupçons sur le témoin Ulla Weinberg. Une vaine tentative, car il n'y a absolument aucun indice dans ce sens. C'est pourquoi il ne reste qu'un seul coupable possible. Monsieur Bernd Wigand. Le meurtre était prémédité. Il a été froidement planifié et exécuté. Étant donné la gravité des faits, je requiers donc une peine d'emprisonnement à perpétuité. Mais enfin, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas faire ça. Mon frère n'est pas un assassin. Mademoiselle Wigand, asseyez-vous. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Il ne s'agit pas seulement de juger les faits. Il faut aussi tenir compte de la personnalité du prévenu qui se trouve être un homme d'église. Croyez-vous qu'il puisse mentir? Quel genre d'homme est le pasteur Wigand? Si nous voulons nous en faire une idée claire, nous devons remonter jusqu'à sa plus tendre enfance. Une enfance, disons-le, qui n'a pas été des plus faciles, loin s'en faut. Bernd Wigand est né le 17 juillet 1958 à Oldenburg. Et ce, en tant qu'étudiant en théologie. Aimé et estimé de tous ses camarades pour sa grande force de caractère et pour son dévouement. Et c'est à cette époque qu'il se consacre intensément aux épîtres de Paul, car c'est Paul, et non Pierre. Comme vous le savez, je pense, qui devait être initialement désigné par Jésus. Voulez-vous abréger, s'il vous plaît, maître Vos? Merci. Oui. Monsieur le Président, un témoin capital pour la défense que nous venons seulement de retrouver vient d'arriver. Grâce à sa déposition, je pourrai apporter la preuve... Tiens, tout est écrit là-dessus. ...que mon client est innocent. Je requiers par conséquent la réouverture immédiate de l'audition des témoins. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps exactement vous avez passé avec M. Wigand le soir du meurtre? On est restés ensemble de 19h30 jusqu'à 20h30 environ. Monsieur Wigand, pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt de cette rencontre au tribunal? Si c'est exact, vous avez donc un alibi. Parce que j'en avais honte. J'ai vraiment espéré jusqu'au bout que mon innocence pourrait être prouvée sans avoir à révéler publiquement ce que j'ai fait. Pour d'autres, ce serait probablement sans importance, je présume. Mais pas pour moi. Bien. Alors nous avons deux témoins. Un témoin à charge contre M. Wigand et un autre témoin qui le discute.
il reste encore à se demander qui est le plus crédible. Le témoin Berthold, un citoyen intègre qui n'a encore jamais eu maille à partir avec la justice et qui de toute évidence n'avait aucune raison de faire un faux témoignage, ou bien alors cet autre témoin que l'on nous a parachuté au dernier moment, qui est entré illégalement dans notre pays et qui racole dans les quartiers chauds. C'est ce que nous allons éclaircir, Madame le procureur. J'ai là une information au sujet de laquelle j'aimerais interroger le témoin. Procédez, maître Voss. Madame Stefanska, avez-vous abordé Monsieur Wigand totalement par hasard alors qu'il prenait l'air ce soir-là dans le parc? Non, j'ai abordé Monsieur Wigand sur demande. On m'a dit que le prêtre avait l'habitude de se promener dans le parc, le soir, à cette heure-là. Je devais m'arranger pour le tenir occupé pendant 1 heure. Mais alors vous avez accepté, comme ça? Vous savez, on m'a proposé une très grosse somme d'argent. Et j'avais besoin de cet argent pour ma fille. J'avais besoin de cette somme pour une nouvelle prothèse. Et pourquoi deviez-vous le retenir? On ne m'a donné aucune précision à ce sujet. Mais maintenant je connais la raison. C'était pour que le prêtre n'ait pas d'alibi. Pour une histoire de meurtre. Mais moi je refuse d'être complice d'un meurtre. Pouvez-vous nous donner le nom de la personne qui vous a confié cette mission? Non, elle ne m'a pas donné son nom. Je vous en prie, regardez la salle. Est-ce que cette personne se trouve ici? Oui. Qui est-ce? Cet homme. C'est lui qui est venu me voir au club où je travaille. C'est un habitué. Monsieur Berthold se trouvait sur les lieux le soir du meurtre, oui. Mais pas en tant que témoin, c'est lui le meurtrier. Il est entré dans la villa et a abattu Anton Wigand. Non, c'est pas moi. Je n'ai pas tiré sur lui. Je ne veux pas payer pour un autre. Arrêtez. C'est elle. Tout ça, c'était son idée. Nous nous sommes rencontrés en Espagne. C'est elle qui m'a persuadé. Elle m'a dit que le vieux ne mourrait pas de sitôt, qu'il tiendrait longtemps malgré son asthme. Et tout cet argent qui s'entassait à la banque, alors qu'on pouvait s'en servir pour monter un club de sport à Majorque. C'est elle qui a eu l'idée de détourner les soupçons sur son frère. Et pourquoi sur son propre frère? Parce qu'elle voulait sa part. Elle voulait tout l'héritage pour elle seule. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi elle m'a entraîné là-dedans. Tout ça, c'est de la folie, voyons. Un instant. Mademoiselle Wigand a téléphoné à son père adoptif de chez elle peu de temps avant le crime. Et cet appel téléphonique a bien eu lieu. Ça a été bel et bien vérifié. Non. D'autre part, il y a la note dans le journal intime. C'est moi qui ai eu le vieux au bout du fil. Elle était déjà devant la villa. Et ensuite, elle est entrée. Et ensuite, vous êtes allé de l'appartement au bar en voiture et vous êtes arrivé peu après 8 heures. Oui. C'est tout ce que j'ai fait. C'est la vérité. C'est elle qui a tiré. Elle était à la villa. Puis elle a falsifié le journal en notant le coup de fil. Ouais. Je n'y comprends absolument rien. Je n'ai jamais vu cet individu. Espèce de garce! Espèce de sale petite garce, c'est toi! Monsieur Berthold, s'il vous plaît. Monsieur Berthold, vous venez de faire des aveux publics. Et si vous pensez être tranquille uniquement parce que ce n'est pas vous qui avez tiré, vous vous trompez. Vous avez été mêlé à la préparation et à l'exécution de ce meurtre odieux. Et de ce fait, vous n'échapperez pas à une inculpation. C'est ce qu'on verra. Elle ment! Elle ment, cette espèce de garce! Elle ment! Elle ment! Elle ment! Le déroulement détaillé des faits fera l'objet d'une autre procédure judiciaire, mais nous pouvons d'ores et déjà conclure une chose, mon client n'est pas l'assassin, il est innocent. Je requiers sa mise en liberté immédiate. Anne. Et toi, t'en penses quoi? Son église va rester vide? Ou tu crois qu'il va y arriver? Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est dans la Bible. Non, c'est de Nietzsche. C'est Nietzsche qui a dit « Si tu vas voir les femmes, alors n'oublie pas le fouet ». Bon, tu vas pas me faire croire que tu lis Nietzsche maintenant. Cette phrase-là uniquement.